Un jeune musicien, s'interrogeant sur la musique et sur lui-même, décida un jour de partir en quête de réponses. Son étoile le mena dans une contrée lointaine et mystérieuse. Il s'y trouvait une musicienne qui elle aussi avait cherché et avait quelques secrets à lui livrer. Villardouin, petit village dans les mirages de l'aube. C'est ici que j'ai fait la rencontre de Marie-Christine Calvet, pianiste et exploratrice de l'art de la musique depuis de nombreuses années. Proposer un autre piano, une autre musique, c'est un peu aller à la quête de tous les fondamentaux autour de la discipline de la musique pour les transmettre et puis réveiller l'autre à ce qu'il est lui-même. Un autre regard, une autre façon de considérer l'enseignement serait de donner la chance à tous ces jeunes qui viennent d'abord de découvrir la musique, tout ce que le son peut toucher chez eux. Les rendre autonomes, qu'ils sachent pourquoi ils sont musiciens, pourquoi ils aiment la musique, ce que ça va déclencher en eux. Je pense que si un enseignement aujourd'hui cherchait à interroger la personne dans sa structure profonde, tout le monde réussirait finalement à retrouver un lien, une envie, un désir de faire quelque chose. Parce qu'ils retrouveraient finalement un lien avec eux-mêmes. Et dans ce lien avec eux-mêmes, tout est disponible. Un musicien qui se respecte et qui respecte la musique, c'est un musicien qui prend le temps de l'étude, prend le temps du savoir, de la connaissance et laisse passer les choses tranquillement. Je ne pense pas d'ailleurs que le diplôme, dans quelle que soit la discipline, puisse valider un individu ou son cheminement intérieur. Il y a une maturation et c'est comme une fleur, la musique, elle s'épanouit avec l'individu. Au-delà d'une simple méthode, d'un système, partons à la recherche des lois universelles qui nous relient à la musique. En dépassant la simple pratique instrumentale, réunissons donc les sciences et les arts qui l'entourent depuis la nuit des temps et interrogeons-les. Car l'interprète n'est pas seulement un bon artisan qui perfectionne son outil, c'est d'abord quelqu'un qui peut voir, entendre, comprendre et imaginer. Comment aborder une œuvre musicale? Comment l'interpréter? Pour nous rendre disponibles à la musique, commençons donc par faire silence en nous. Ouvrons une partition et dans cette écoute intérieure, découvrons le texte comme si l'on ne l'avait jamais lu.
Notre voyage dans l'interprétation commence avec le cygne. D'abord, la partition, pour moi, c'est la Bible du musicien. C'est toute une alchimie dans le cygne. Le cygne est conducteur. Le cygne est quelque chose qui va soulever un petit voile de la conscience pour permettre d'aller plus loin. C'est un petit caillou du petit poucet. Et donc, j'ai beaucoup aimé cette recherche de pourquoi un legato, pourquoi un staccato, pourquoi ici un piano subito. Celui qui est respectueux du texte va chercher d'abord dans le texte ce qui est universel, ce que la musique a transmis d'abord au compositeur et après à l'interprète et après à l'auditeur. Étape suivante. Parlons un peu du son. Le son est un matériau qui a une forme, qui a un rythme, qui a une couleur. Et c'est par cette forme, par ce rythme et cette couleur qu'il touche nos cellules et qu'il déclenche en nous un principe de compréhension profonde, de communication directe, sans concept. Donc je pense que j'insiste beaucoup dans mon enseignement sur la forme qu'un musicien va donner à son son, parce que nous sculptons le son avec l'instrument. Eh bien, cette sculpture, cette mise en forme du son va directement influencer la communication. Donc l'interprétation, c'est pas forcément de ressentir, c'est pas forcément d'avoir des émotions. C'est plus profondément savoir sculpter une forme spécifique en y associant une idée ou une émotion. Le musicien serait un sportif affectif. Qu'en est-il donc du geste ? Le geste, c'est la connaissance du corps, dans sa globalité déjà, sans instrument. C'est très étonnant, mais en danse, on travaille vraiment le corps. En chant, on s'est aperçu aussi qu'il fallait travailler le corps. Donc je pense qu'il faut absolument travailler le corps dans tout ce qui concerne la pratique instrumentale, quel que soit l'instrument. C'est plutôt un avant-bras et un poignet. Mais avant de rentrer dans la chorégraphie, un danseur, qu'est-ce qu'il fait ? Il se muscle, il s'étire, il s'assouplit. Il comprend, il connaît les possibilités de son corps, ses limites aussi. Si nous récapitulons le chemin parcouru, donc il y a d'abord les signes, comme on en a parlé, qui vont me guider. À ces signes vont être associées évidemment des correspondances sonores. Et à ces correspondances sonores, à ces formes sonores, je vais adapter mon geste pour pouvoir sculpter, mon corps étant un outil de sculpteur finalement. Et petit à petit, je vais m'approcher au plus près de cette vérité qui est cachée et mystérieuse dans ce texte. au fil des pages, au fil des siècles, la musique n'a jamais cessé de nous conter son histoire, ses histoires. Derrière l'harmonie, la mélodie, le rythme, c'est tout un discours, un sens, une dramaturgie qui se cache et attend d'être révélée. Dans cet univers de sons, cet univers d'arché que propose la musique tonale, chaque grand compositeur est parti chercher et trouver
son miroir personnel, dans le reflet duquel nous nous retrouvons tous. Parmi eux, Bach, le centre de la galaxie tonale. Mozart et sa divine comédie. Schubert, le chant du cygne. Chopin, l'exil. Schumann, les masques et la folie. Brahms, une lumière entre deux mondes. Ou encore Debussy et ses émanations symboliques. Mais écoutons donc Marie-Christine nous conter une histoire parmi toutes ces musiques pour illustrer cette dramaturgie musicale. Alors, si la musique m'était contée, si la musique nous était contée, j'ai pris un petit exemple d'une tonalité récurrente dans le classicisme chez Beethoven, le do mineur. Beethoven, c'est le mythe de Prométhée, c'est-à-dire cette force qui se développe contre un destin et de laquelle il va sortir un héros, le héros beethovenien. Alors voyons un petit peu cette grande sonate pathétique. On voit tout de suite cette première partie, et dans une même phrase, il faut chercher la dualité, il faut chercher le conflit, il faut chercher déjà ce qui s'exprime. Dans cette première phrase, Beethoven a écrit un forte et un piano. Il y a déjà une fêlure. Il y a quelqu'un qui répond à quelqu'un d'autre. Alors ce do mineur, forte, il faut voir le destin. Décideur, non? Un peu comme le Don Juan, hein, le commandeur, non? Quelque chose de tranchant sur lequel on n'a pas de prise. Quelle idée Beethoven peut soumettre au destin? Qu'est-ce qui va répondre comme antagoniste, comme parallèle à ce destin? Eh bien, l'homme, bien sûr. Et dans un piano, on voit tout de suite la prière de l'homme. Alors ça change tout. Parce que ça nous donne tout de suite cette relation de l'histoire entre une force terrible et sa conséquence. Cette plainte, cette prière du legato à deux. Plus haut. Et on arrive sur ce développement extraordinaire de marche un petit peu funèbre, avec une main gauche très calme, et puis cette voix humaine qui va commencer à expliquer, discourir. Pourquoi? Pourquoi cette souffrance? Et on a toujours brutalement ce retour à la réalité des choses, ce retour au destin qui s'implique dans nos vies. Et là, on a comme une éclaircie. Cette lumière, on échappe. Il y a peut-être un espoir, il y a peut-être donc l'importance de la modulation. Mais très vite, ça devient dangereux. Avec un crescendo, attention. On arrive à ce vide extraordinaire. Cette espèce de demande, de questionnement du varum schumannien, du pourquoi. Pourquoi ça? Pourquoi le destin? Un silence très très long finalement, qu'il faut vivre pour reprendre la parole. Comme une issue. Une décision finalement prise. Il y a un grand saut ici, où on retrouve cette gamme descendante
vraiment une descente aux enfers, on allait rechercher au fond de soi-même la force prométhéenne de Beethoven, qui ne se résoudra jamais à être abattu par ce destin. Cette sonate, on voit véritablement qu'on peut l'écouter comme ça, mais aussi on peut rentrer dans tout ce que sous-tend l'harmonie, tout ce qu'elle nous apporte de connaissances. Et là, on se dit, en effet, la musique, elle a un sens. Voilà comment on peut rendre l'harmonie vivante et voyager dans l'arché, mais encore faut-il mettre à sa place la tessiture, mettre à sa place l'attaque, mettre à sa place un forté, un piano, comprendre toutes ces relations qui ne sont que des signes dans toutes ces musiques. Elle est là, elle est présente, elle est vivante, il faut tout simplement savoir écouter. La musique nous est toujours contée. Qu'est-ce que la musique promet à l'homme? Je dirais, qu'est-ce que l'homme promet à la musique? Je crois que la musique, c'est nous. C'est notre vibration, c'est ce qui nous transcende, mais ce qui est à la fois un courant très subtil de nos émanations. À la naissance même de la vibration, il y a l'esprit. Et c'est ça la musique. C'est un esprit qui n'a pas de corps. C'est une vibration qui ne peut pas s'emprisonner nulle part. Et qui est tout simplement un mouvement de l'être. La musique, c'est un mouvement de l'être. C'est un mouvement de l'être dans le temps. Elle est structurée comme l'est l'univers et en même temps, elle s'adapte à l'évolution de la conscience. Donc nous, comme le prophète, nous irons regarder cette musique ou écouter cette musique pour savoir là où on en est. Il y a une part du bien, il y a une part du beau qui est absolument gratuite en l'homme et qui est cette recherche de faire de la musique pour en faire tout simplement, ou pour comprendre comment elle fonctionne, car il y a un véritable mystère dans cette vibration musicale, et non pas pour s'en servir,
faire valoir une image, faire valoir un métier, faire valoir une certaine réputation. Et c'est peut-être cette différence qui demeure entre profane et sacré. Avec l'âge et avec avec la vie passant, je pense que la vocation se passe d'objet. L'objet est partout. La vocation, c'est d'aller au-delà du mental. La vocation d'un être humain, c'est de progresser dans sa conscience. Mais lorsqu'on dit que tout peut être vocation, quel est le chemin finalement? L'unique chemin. L'unique chemin, c'est de devenir un homme. S'accomplir. On peut prendre n'importe quelle œuvre comme support, c'est le regard qui change. C'est-à-dire qu'on peut être aussi des musiciens avec un regard d'aveugle. Il faut bien comprendre ça. Et je crois que d'être musicien, ça ne signifie pas d'être sur le chemin. On peut être sur le chemin en plantant des choux ou en plantant des fleurs.